Bonjour, je suis Olivier Briseville-Fertin. Je suis maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon en linguistique et civilisation hispanique. Je travaille sur les minorités confessionnelles dans la péninsule ibérique. Plus précisément, j'étudie les minorités musulmanes du royaume d'Aragon à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne. Et je m'intéresse en particulier au genre discursif de la prédication pour chercher à percevoir les liens entre texte et contexte selon une approche discursive, c'est-à-dire chercher à percevoir les motivations et les effets de ces textes dans un contexte en fonction de buts donnés, ou plutôt pour percevoir l'intérêt de ces textes dans ces situations différentes D'accord. entre Bon, tu avant les vas, conversions et les conversions. du coup, j'ai énormément de curiosité pour savoir, parce que c'est un sujet vraiment précis et tout, donc, mais on a tous des sujets précis. Mais quand c'est Oui. vraiment très différent du sien, on est étonné, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à travailler sur ces sujets-là? Donc, je vais y venir après, mais commence d'abord par nous donner le titre de ta thèse, nous dire en quelle année tu l'as soutenue, sous la direction de qui et dans quelle université. Alors, il faut que je la rouvre, parce que ça. Le titre de ma thèse est Le discours al-Jamiado et sa communauté, études socio-historiques et linguistiques des fonctions et usages de la production manuscrite romane des communautés Moudéjar et Morisques d'Aragon. C'est un titre long qui rappelle fortement les titres du 19e siècle, mais bon, c'est surtout un sous-titre qui précisait bien quelles étaient mes approches. J'ai soutenu ma thèse en 2020, en septembre 2020, et j'ai effectué ce travail de doctorat sous la codirection d'Alberto Montaner Frutos de l'Université de Saragosse et de Carlos Roig de l'ENS de Lyon. Eh bien, alors écoute, pour commencer, dis-nous, un peu quel est ton parcours, hein? C'est-à-dire, est-ce que tu as le parcours d'un hispaniste lambda ou tu viens me dire: «Ah non, mais moi je ne suis pas hispaniste, a fortiori pas lambda», donc qu'est-ce que tu as fait un peu avant cette thèse? Alors, mon parcours peut être traditionnel et pas totalement, je vais dire. C'est-à-dire, je vais plutôt commencer par euh, en... Après le lycée, je ne pensais pas du tout m'orienter vers l'hispanistique. J'ai d'ailleurs pris une année de césure. Je pensais m'orienter vers la diplomatie ou les relations internationales. Et en arrivant en prépa, en tout cas, c'est ce que je pensais faire, passer les concours de Sciences Po. Et je me suis rendu compte que bah, j'aimais bien la prépa, j'aimais bien toutes les matières que je retrouvais. Et entre la première et la deuxième année, je me suis dit, bon, ben, on va faire de l'espagnol et plus particulièrement, on va faire de la linguistique. Parce que j'avais découvert la linguistique à la fin du lycée et de manière assez innocente, j'imaginais qu'on pouvait faire quelque chose qui lirait études de la société et études de la langue. J'ai découvert après que ça s'appelait la sociolinguistique. Et donc, j'ai continué en Cagne et en m'orientant en espagnol, en prenant l'option espagnole, et par chance, enfin par chance. Et j'ai eu le concours à ma grande surprise. Et ensuite, par contre, effectivement, mon parcours est un peu traditionnel. C'est-à-dire que j'ai fini ma licence 3 à Lyon 2, j'ai fait mon master, j'ai passé l'agrégation, j'ai préparé un projet de thèse et je suis parti en thèse. Et j'ai achevé cette thèse donc en 2020. Et j'étais donc devenu prof d'espagnol. Et Ouais. depuis, je suis devenu maître de conférence en linguistique hispanique. Et un peu en civilisation quand même, parce que justement, j'ai cette double casquette. Justement, c'est une autre question que je voulais te poser parce que tu as dit: «Je suis devenue prof d'espagnol». Donc prof, tu avais la vocation ou ça t'est tombé dessus parce que, bah, tu tu sur les rails et puis ça va avec la thèse et compagnie? Un peu les deux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va avec la thèse, mais en contradoc et surtout après les contradocs, en ATER surtout, je suis devenu prof dans le sens où je me suis vraiment épanoui en tant qu'enseignant. À Lyon 2, à Rennes 2. Ensuite, j'ai été Prague à Lyon 1 et je me suis vraiment épanoui en tant qu'enseignant. Donc la vocation, je pense que c'est un peu héréditaire, parce que je viens d'une très grande famille d'instit, surtout.
Et bon, je ne suis pas un stit. On a un peu changé le profil, le public. Mais bon, je viens d'une famille d'enseignants et je vois que je suis toujours dans ce domaine-là. Et alors, ce sujet-là, comment il t'est tombé dessus alors? Un peu par hasard, j'ai envie de dire. En L3, je m'interrogeais sur un possible sujet. Je suis donc allé voir Carlos Eusch, qui est de, PU de médiéval à l'école, en lui disant que j'avais commencé l'arabe et j'aurais bien voulu travailler sur un sujet qui étudierait le contact entre langue arabe et langue espagnole, donc au Moyen Âge. Et il m'a dit, ben tiens, pourquoi pas travailler sur l'alxamiado. Alors l'alxamiado, déjà, qu'est-ce que ce mot barbare? Ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, tiens, mais on va devoir travailler enfin, je vais devoir faire de la paléographie Mm. Et j'ai découvert donc l'Aljamiado, que je francise, ou du moins que je prononce comme ça en français, pendant le master, et je me suis rendu compte, ah, ben, alors, j'étais assez innocent hein, dans mon approche, je voulais voir comment est-ce que la production des manuscrits Aljamiado pouvait refléter une certaine situation linguistique Mhm. réelle. Bon, j'ai un peu mûri et justement j'ai avancé là-dessus, j'ai approfondi cet aspect pendant la thèse, mais je me suis rendu compte que c'était un sujet qui me permettait de garder une approche historique euh, et vraiment de me former à la linguistique, à la sociolinguistique, à la sociologie du langage, à l'anthropologie linguistique. Ça m'a permis vraiment de réunir tout ce que j'aime faire. Et c'est ajouter un peu une dimension d'histoire des religions ou d'histoire du fait religieux plutôt, euh, au niveau de la structuration en communauté, en groupe. Euh, donc le hasard a bien fait les choses, je pense, parce que Oui, c'est un tu avais sujet qui m'a... l'objet Tout qui réunissait les choses que tu voulais, sur lesquelles tu voulais à fait, réfléchir et les outils. tout à fait, tout à fait. Et alors, j'imagine que, bah, tu le dis toi-même, j'étais innocent, et enfin, t'as pas, je suis pas sûre que ce soit ce mot que tu prononcé, mais en gros, c'est ce que tu voulais dire. Et alors, ça a dû supposer une formation énorme entre l'équivalent de ton M1 et ton M2. Donc, qu'est-ce que, en dehors du sujet lui-même, donc, qu'est-ce que tu as dû faire? Tu as dû suivre des cours de je ne sais pas quoi, et comment? Alors, j'ai suivi des cours de sociolinguistique Ok, en M1 euh, et je me suis formé tout seul, mais en consultant beaucoup de manuels, en lisant beaucoup d'articles. d'accord. Mon M2 a surtout été un travail de méthodologique et épistémologique, de formation à qu'est-ce que la sociolinguistique, qu'est-ce que la sociologie du langage, qu'est-ce que l'anthropologie linguistique aussi, ou la pragmatique, avec pour idée en ayant toujours plutôt conscience que ces disciplines sont contemporaines et généralement ont un objet d'étude ou un cadre d'étude contemporain, en synchronie, pas forcément en synchronie, mais et donc il a toujours fallu que je pense à comment non pas adopter, mais adapter ces méthodes, ces concepts et ces enjeux à une situation historique ancienne avec la limite des sources qui nous sont parvenues, des sources que nous conservons. Et donc, pour autant, j'ai aussi beaucoup lu en histoire parce que un sociolinguiste va sur le terrain. Or, un sociolinguiste historique est obligé de connaître son contexte Mm. et d'essayer de reconstruire au mieux ce contexte. Donc, se mettre à jour en histoire de ces minorités. Euh, Essayer de voir aussi des points de comparaison, parce que les minorités maurisques peuvent être comparées éventuellement avec les minorités protestantes clandestines ou avec des minorités juives aussi clandestines. Essayer de voir dans quelle mesure l'analogie est pertinente ou pas. Euh, et surtout être très précautionneux, c'est-à-dire ne pas prendre un concept ou un outil sans le jauger, euh, sans le critiquer et rester prudent dans son application. Alors, est-ce que Rester tu as prudent. un exemple précis, parce que je trouve vraiment très intéressant là ce que tu dis de l'outil contemporain qu'il faut adapter. En quelque sorte, tu as à la fois une boîte à outils, voilà, qui existe, qui est opératoire, etc. Puis tu as dû, comme un petit artisan, en fait, ciseler, adapter ton truc et tout. Est-ce que tu as un objet précis, un exemple précis d'un outil théorique
que tu as utilisé, que tu as dû adapter pour un corpus précis ou une approche précise du contexte, etc. Alors, dans l'adaptation, plus qu'un outil, c'est peut-être la, l'approche de Bourdieu, qui a beaucoup travaillé sur le lien entre langue de domination et société. D'accord, ouais, Or, Bourdieu enfin, a travaillé sur une société post-industrielle de la enfin, de la deuxième moitié du XXe siècle en France. Et Foucault aussi. En fait, Bourdieu et Foucault sont quand même de très grands penseurs euh, en Europe, mais aussi outre-Atlantique. Et parfois, on a l'impression que leurs approches ou leurs concepts sont adoptés sans forcément qu'il y ait de recul critique ou d'adaptation. Donc, Foucault a été très intéressant dans dans ma réflexion, de voir comment un discours est émis d'une position, pose un cadre, permet aussi une reproduction ou s'intègre à une mécanique sociale. Euh, mais la réflexion de penseurs du XXe siècle, pour une société du XXe siècle, ne peut pas être adaptée telle qu'elle, ne peut pas être posée. Ou en tout cas, pour moi, c'est ça. Je voulais surtout pas tomber je ne voulais surtout pas distordre en fait mon objet d'étude. Je voulais mais vraiment oui, partir de qu'est-ce que nous donne le contexte euh, et en quoi est-ce que cet objet particulier, qui est une production en vernaculaire par une minorité islamique, peut être intéressant, on peut nous donner accès à des dynamiques internes, à des dynamiques internes. Et autrement, comme outil de réflexion, enfin, comme outil contemporain, euh, c'est la catégorie de créole, la créolistique, de pidgin et de créole, par rapport à la langue de mes textes. Euh, alors, ce sont des textes en roman, en espagnol, enfin en castillan, aragonais, selon l'époque d'écriture, qui sont écrits en alphabet arabe et qui sont fortement influencés par l'arabe au niveau structurel, donc syntaxique, mais aussi lexical. Donc, des chercheurs ont émis, se sont prononcés sur l'hybridation, le caractère inhérent hybride de cette langue, avec éventuellement l'idée que ça pouvait être un jargon, un sabir, un pidgin, un créole. Et donc au début, en master, c'est surtout cette idée de créole, dans quelle mesure on peut parler de créole, dans la mesure où euh, la créolistique est un champ disciplinaire à part entière, euh, et les créoles sont le produit euh, de contextes très particuliers liés à la colonisation, à l'exploitation, à la ségrégation sociale. Euh, et justement, euh, je suis allé voir un petit peu, je me suis un petit peu formé en linguistique du contact pour voir quelle était la situation la plus pertinente. Et donc, bien qu'elle puisse être tentante, l'idée d'un créole arabo-roman m'a semblé absolument pas pertinent, ouais, même s'il y a des dynamiques qui peuvent se retrouver. L'analogie, là, n'a pas fonctionné. ouais, ça marchait pas, J'ai essayé d'accord. d'aller voir autre chose, Ok. justement. Alors, du coup, est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, bon, tu utilises ou tu cherches à utiliser des outils de maintenance sur ton corpus d'hier, tu les adaptes ou alors tu te rends compte qu'il faut les écarter, etc. Et est-ce que réciproquement, ton corpus d'hier t'a permis de décaler les frontières ou les usages des outils de maintenant? C'est ce que ça t'a obligé à repenser la façon qu'on a de poser ces outils en disant, ben, ils ont les limites parce que là, moi, avec un corpus un peu périphérique des corpus habituels travaillés par ces notions, ben, en fait, finalement, elles décalent. Finalement, est-ce que le corpus va courir plus vite que la théorie et obliger la théorie à se repositionner? Non, j'ai pas vraiment réussi à mettre à jour, en tout cas, ces outils. Ouais. En Euh, tout cas, Bourdieu et Foucault, ça a marché. oui, c'est-à-dire que j'essaie de, j'ai posé un cadre conceptuel, Ouais. épistémologique, euh, mais en restant prudent, en restant très prudent. Oui, ouais, bah C'est-à-dire oui. que les dynamiques
sociales, sociologiques, et les tensions, la lutte des classes, par exemple, j'ai beaucoup de mal à appliquer telle quelle une lutte des classes ou une domination de classe à une société pré-industrielle, à une société médiévale, plus particulièrement à une minorité confessionnelle. Mm, bien sûr. Mais en revanche, effectivement, le fait que enfin, le dépassement de l'essentialisme dans l'étude de l'identité, l'approche constructiviste et surtout la démultiplication, j'ai envie de dire, de l'identité, euh, m'ont permis en tout cas de dire, bon, ces textes euh, appartiennent à une situation, la communauté de production, c'est un continuum social entre, alors, pour les morisques ou les moudéjas, enfin surtout pour les morisques, entre les nouveaux chrétiens qui se sont convertis et qui essayent de s'intégrer pleinement ou autant que possible à la majorité vieille chrétienne, et des crypto-musulmans, irrédentistes ou du moins militants dans le maintien de l'islam. C'est-à-dire que j'ai aussi essayé de dépasser un petit peu euh, cette dichotomie qui est héritée d'une historiographie particulière. Le morisque est un archétype construit dès le XVIIe siècle, pardon, XVIe siècle même plutôt, dès le XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, qui s'est reproduit dans les discours, qui a été et qu'on commence à peine en fait à remettre en alors qu'on a remis en question quand même, ça fait déjà une bonne trentaine d'années qu'on le remet en question, mais c'est un archétype social qui a été construit par un discours politique, militant, Mm, ecclésiastique, euh, notamment dans la construction de la monarchie catholique, l'ennemi de l'intérieur qu'il fallait expulser pour l'unité, pour l'unité. Donc, Alors, vas-y, non, non, vas-y. non, Je te pose la question après. donc la Jamiado a été vue beaucoup comme une preuve de l'irrédentisme morisque. Mm, Euh, c'est une historiographie des années 70-80. Euh, et je voulais pas tomber dans cela, c'est-à-dire que je voulais prendre un pas de recul et essayer de voir dans les textes, dans le corpus, quelles étaient les tensions, quelles étaient les adaptations ou les évolutions, et notamment du contact interconfessionnel, de l'appropriation de motifs chrétiens, éventuellement. Euh, j'ai essayé de dépasser l'idée d'un rempart textuel contre l'évangélisation. mm, Contre l'évangélisation, parce que la mise en vernaculaire de ces textes remonte à l'époque mudéjar, donc dans une situation où être musulman est accepté, et que c'est un phénomène qui se poursuit ensuite avec après les conversions. Donc, deux contextes différents qui devaient répondre à deux contextes différents qui ont dû impliquer des modifications, ou en tout cas qui impliquaient des réceptions distinctes, des motivations et des réceptions distinctes de ces textes. oui. Alors, justement, ces textes, parle-nous du corpus, donc de la thèse. Tu vois, Alors, mon corpus de thèse. Donc, je travaille sur la production en vernaculaire des mudéjars et des morisques, ce qu'on appelle les textes al-Jamiado, parce que justement, ils sont mis en vernaculaire, la plupart du temps en alphabet arabe. Et je me suis particulièrement concentré pendant la thèse. Je me suis rendu compte que le genre idoine pour mon approche de discours, de mon approche pour lier texte et contexte, c'était la prédication, comme un texte devant être mis en discours et devant avoir un effet sur le réel ou un contexte. Et je me suis aussi rendu compte, en fait, pendant la thèse, que la prédication n'avait pas vraiment été étudiée, alors qu'on a quand même un corpus assez intéressant. Euh, j'ai transcrit une grande majorité de ce corpus. Alors, il n'est pas totalement inédit. Il y a quelques sermons qui ont déjà été euh, édités, un ou deux. Euh, un ou deux, oui, alors. Mais alors qu'il est beaucoup plus important que ça. Et d'ailleurs, donc j'ai fait alors, j'ai pas mis toutes mes transcriptions, mais bon, la plupart de mon deuxième tome, c'est voilà. surtout les annexes. C'était sur le Euh, volume, l'importance du volume que ça représentait, oui, ton corpus, que je voulais savoir.
Alors, ça fait à peu près 1000 folios, Ok. euh, 1000 folios de manuscrits, euh, en sachant que je compte ce qui est serment liturgique, ce qui est admonestation ou exhortation parénétique, d'instruction religieuse, et aussi ce qui est un troisième genre, qui est en fait aussi un genre d'exhortation, qui est l'ashiento, qui est une traduction du majlis arabe, et qui est aussi un texte d'instruction, de commentaire généralement d'un verset coranique illustré de dits du prophète et éventuellement de narration. Donc c'est une dimension un peu plus euh, instructive ou narrative. Euh, et donc ce corpus Alors, je l'ai transcrit, mais je l'ai juste transcrit pour le travailler. Il y a tout un travail d'édition à faire, un vrai travail d'édition avec comparaison des leçons, établissement d'un paracritique et éventuellement passage, pas éventuellement, et passage et l'utilisation des humanités numériques pour justement travailler sur ce Oui. corpus. Tu les as trouvés où, ces textes? Dans des manuscrits essentiellement en Espagne, En Espagne. essentiellement à Madrid, à Saragosse. euh, c'est les deux principaux centres pour moi. Il y a quelques manuscrits aussi à Barcelone qui m'ont intéressé, à Paris. euh, et voilà. Difficile d'accès ou pas? Alors à Madrid, pas tant que ça, parce que ils sont conservés dans des bibliothèques. À Saragosse, un petit peu plus, parce que j'ai travaillé, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur deux manuscrits conservés dans une école privée. Et donc, pour accéder aux manuscrits, c'était prendre rendez-vous avec l'école, y aller après les cours, donc Hmm. avoir accès aux manuscrits vers 15 heures, entre 15 heures et 17, 18 heures. Euh, un petit peu plus difficile d'accès, mais bon, heureusement que les appareils photo existent, donc j'ai pu prendre des photos et travailler, et travailler grâce à ces digitalisations. Et alors après, pour bâtir ton raisonnement, la thèse de ta thèse, comment tu as fonctionné? Alors, parce que tu m'as parlé de deux périodes avec deux contextes de réception en particulier. Tu as procédé par périodisation ou catégorisation? Parce que tu m'as aussi parlé de trois catégorisations de textes. Donc, Mhm. qu'est-ce qui était le plus pertinent pour construire le raisonnement, la périodisation ou la catégorisation? Alors, la périodisation, mais je suis d'abord parti mon point de départ est un point de départ historique. Voir les contextes, partir des contextes. Oui, Et justement, ce qui n'est pas forcément très confortable parfois, euh, ne pas faire de rupture entre la fin du Moyen Âge et les conversions, c'est-à-dire embrasser la période mudéjar et la période maurisque ensemble, euh, pour essayer de voir les continuités. eh oui, Euh, voir les contextes, approcher les contextes et réfléchir alors non pas la longue durée, mais plutôt la moyenne durée, de voir l'émergence du phénomène Al-Jamiado, l'émergence de cette traduction, de la production de ces textes. Voir quels sont les types de textes qui sont d'abord mis en roman, pourquoi, la cause, mais aussi le but, pourquoi est-ce que certains genres sont mis en roman d'abord, euh, puis d'autres. Euh, essayer de voir aussi le processus d'émergence. Et j'ai utilisé du coup, en fait, le genre de la prédication a été mon cas d'étude, euh, mais je n'ai pas entièrement, enfin, je ne suis pas, ce n'est pas le nœud de ma réflexion. La réflexion est davantage comment émerge ce phénomène, pourquoi, dans quel but, quelles sont les motivations et quelles oui. sont les fonctions au niveau collectif. Et la prédication est un cas d'étude, est un exemple le plus souvent, notamment pour l'émergence, c'est-à-dire que euh, le recours au vernaculaire pour prêcher a dû commencer à être une pratique à la fin à la fin du XIVe siècle, et qu'on n'en ait pas de témoins. En tout cas, c'est une pratique attestée au XVe siècle, mais l'émergence du vernaculaire ne veut pas dire que l'on ne prêche plus en arabe. Oui.
jusqu'au début du XVIe siècle, on continue à copier, il continuait à copier des sermons en arabe. Et donc, ça a été intéressant de voir que l'émergence du vernaculaire n'est pas synchrone pour tous les genres discursifs, n'est pas régulier ou continu, que ça peut être un tuilage, qu'il y a pu avoir plusieurs pratiques, euh, et que le recours vernaculaire s'impose vraiment au XVIe siècle, notamment à cause des conversions et de la clandestinité, pour avoir accès au texte. Hein. Ouais. En fait, c'est la motivation. Mais c'est la motivation qui est su depuis longtemps. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on traduit? Ben, parce que la majorité de la population ne comprend plus l'arabe. Donc, il va falloir passer par. Et c'est logique. Eh oui. Si la prédication doit instruire euh, et réguler, euh, si l'auditoire ne comprend rien, le prédicateur va forcément échouer. Donc, c'est une des motivations du vernaculaire. Une autre motivation est aussi le fait d'assurer en fait une fidélité au texte. C'est-à-dire que traduire est une innovation, mais est une innovation pour conserver, pour Ah vraiment oui. s'assurer que on ne trahisse pas le texte ou le sens. Alors autant la lettre, pardon, oui, autant l'esprit que la lettre du texte. Euh, donc, pour reprendre justement, est-ce que je suis passé par la contextualisation, la catégorisation? D'abord la contextualisation, voir pourquoi, comment émergent ces textes, qu'est-ce qu'on traduit, euh, comment se constitue le corpus aussi, parce que le passage d'un corpus islamique arabe à un corpus islamique en roman, en aragonais ou en castillan, hein, parce qu'en fait, on est aussi à une période assez charnière de castillanisation de l'aragon. Oui. Donc, les textes du début du 15e sont en aragonais. La fin du 15e, on commence à avoir une coloration plus importante du castillan. Et au cours du XVIe siècle, on a des textes en castillan avec des restes d'aragonais. Donc, c'est autant l'étude d'un processus de translation linguistique de l'arabe au roman, mais aussi en fait de castillanisation. Comment est-ce que les communautés musulmanes, à l'instar des communautés chrétiennes, parce que les Juifs sont expulsés en 492, comment ces communautés se castillanisent aussi? Et la question, enfin, ça a été une des questions que je me suis posée aussi linguistiquement. On a souvent considéré que dans la mesure où ce sont des minorités confessionnelles, c'était aussi des minorités linguistiques qui ne participaient pas à des dynamiques sociolinguistiques de la majorité. Alors, des études au début des années 2000 et au cours des années 2000 et 2010 ont apporté du grain à moudre. Ces minorités marginales étaient pleinement intégrées, en fait, à la société, à la société aragonaise en tant que minorité confessionnelle. Hein. Euh, et le processus de castillanisation, en fait, est perceptible dans les manuscrits, euh, avec justement, on a des textes qui donnent une impression d'archaïsme ou de dialectalisme parce qu'on est très attaché, en fait, à l'original, puis ensuite à la traduction. Mm. Euh, À propos des traductions, qui traduit? alors, bonne question, on n'a pas beaucoup de noms de traducteurs. Des lettrés, généralement. Alors, les lettrés des alphaquis, c'est-à-dire, l'alphaquis, c'est en même temps, alors, juridiquement, c'est le notaire, mais en tout cas, enfin, au niveau des charges, c'est le notaire, mais au sein de la communauté, c'est le lettré. C'est le Voilà. lettré. Avec une mention précise d'un processus, c'est des anachronismes, hein, ce que je vais faire, mais tu adapteras, avec la mention d'un processus de traduction, avec une octorialité du traducteur, ou au contraire, tout ça est lissé Rarement, et rarement. Ouais. et rarement. On a quelques cas où, pour certaines pièces, on a la mention de la traduction. Ce texte a été traduit de l'arabe en roman. Généralement aussi pour souligner parce que écouter ce texte en roman sera plus agréable, donc entre parenthèses, et donc plus efficace dans Ouais. sa transmission. On a quelques mentions de ce texte a été traduit par un tel.
rarement, mais en quelques cas. Euh, et au niveau du processus de traduction, on le voit particulièrement, enfin, on peut l'étudier particulièrement avec les textes bilingues. Parfois, enfin, parfois, on conserve plusieurs textes vraiment en bilingue interlinéaire. Donc, Ah on oui. a l'arabe et au-dessus le roman. Mm. Et en étudiant, en travaillant sur ces textes, on peut vraiment voir qu'il y a d'abord matériellement, c'est vraiment un accès, le roman Mm, donne mm, accès mm. à l'arabe, calque l'arabe. Ouais. Euh, et cela permet de voir ensuite dans des textes qui ne sont que en roman que très certainement, il y a eu on a perdu un maillon où ce texte en roman a dû passer un moment ou un autre par du bilingue. Pas tout le temps, hein, mais a dû passer par du bilingue, ou en tout cas, la phase bilingue a permis d'établir des processus ou des mécanismes assez récurrents Ouais. euh, dans l'écriture. C'est-à-dire que les textes abjamiados sont bizarres, sont difficiles à comprendre parce qu'ils calquent l'arabe. Oui, oui, tu vois la littéralité. Oui, oui. Tout à fait. Ouais, je comprends. Mais cela ne veut pas dire que les communautés, euh, enfin que les Moudéjars ou les Maurisques, parlaient un aragonais ou un castillan qui était arabisé. Oui, C'est oui. vraiment le parallèle est à faire les études juives entre le ladino qui calque le texte sacré et le judaismo ou le judéo-espagnol qui est une variété romane judaïsée. Même si il y a débat sur existait-il des judéo-espagnols avant l'expulsion ou les judéo-espagnols se sont configurés comme variété particulière après les expulsions. C'est à peu près la même chose pour les minorités musulmanes. En sachant qu'en plus, euh, pour les Mondéjar et les Maorisques, les Castillans et les Aragonais et les Catalans acquièrent très vite le roman, alors que d'autres zones comme Valence gardent l'arabe jusqu'à l'expulsion. Oui, oui. Donc on est en plus sur euh, des espaces distincts. Ah, c'est intéressant parce que donc cette langue de... Bah, tu vois, lapsus. Cette traduction, enfin, les traductions deviennent quasiment une langue à proprement parler, quoi. Une espèce Oui, de truc un peu flottant, avec une syntaxe et compagnie parfait. de la langue de départ. Ah ouais, c'est... Ça Alors, devient une est-ce que... variété de traduction, ouais. Et alors, est-ce que ces textes dans cette langue intermédiaire, qui était une langue à proprement parler, puisque tu es d'accord pour donner ce terme-là, à un moment donné, il y a encore une autre version où tu vois progressivement le lissage avec le castillan, où tu vois que là, il y a des modifications de syntaxe ou peut-être un peu lexical, des adaptations. On le voit pour certains textes narratifs, une sorte de lissage, où Lissage, tu utilises ce on voit mot. bien effectivement, Ouais. surtout en fait dans les productions plus spontanées. C'est-à-dire que l'Aljamiado, généralement, c'est de la traduction de textes, ce sont des traductions de textes euh, islamiques arabes, mais on a quand même quelques compositions originales, généralement des compilations, où, et il faudrait approfondir justement l'élaboration textuelle et discursive, où on est beaucoup plus dans des textes comparables à la production contemporaine, Oui, d'accord. où il y a certes des emprunts lexicaux Mm. ou phraséologiques, mais c'est un espagnol, anachroniquement, c'est un espagnol comparable à d'autres textes du début du XVIe ou de la fin du XVIe siècle. Un lissage au niveau syntaxique, un lissage au niveau lexical. Donc, non. Alors, pour les compilations, on est clairement dans une langue qui est plus parlée. Par contre, pour les traductions, oui, il peut y aussi y avoir un lissage en fonction des leçons qu'on a. Et ça, tu as Du... l'impression que c'est lié à l'imprégnation, c'est-à-dire bah, tu finis par traduire, écrire comme tu parles et que tu écoutes, ou est-ce que ça renvoie aussi à une intention de diffusion et didactisation du prêche, quoi. Je pense que c'est davantage une, une adaptation au niveau de la copie, une mise à jour. Voilà, d'accord. Le copiste met à jour un petit peu la langue, Mm. euh, notamment peut-être au niveau phonologique, c'est-à-dire qu'il y a ou au niveau du lissage entre aragonais et castillan. Oui, Il y c'est aura moins ça. de formes, il y aura moins de formes aragonaises,
et plus castillane, euh, sans nécessairement enfin, je ne sais pas si on peut parler d'intentionnalité. Je ne sais pas si c'est, en tout cas, si c'est consciemment voulu de lisser. Par contre, oui, comme processus de copie, il y a toujours des adaptations. euh, il y a toujours des adaptations, et malgré le conservatisme des copistes, parce qu'ils sont Mm. très conservateurs, il y a quand même des évolutions. Ouais, il y a des prises d'initiative. Bon, et alors du coup, pour quelqu'un qui est complètement néophyte dans ton domaine, si tu devais lui dire en quelques phrases ce que tu as voulu démontrer avec ce travail, ce que tu as l'impression d'avoir démontré, parce que parfois on veut démontrer quelque chose au début, et puis chemin faisant, on se rend compte qu'en fait c'est décalé et que c'est beaucoup plus intéressant d'aller travailler sur le côté ailleurs par rapport au projet initial. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Quelle était la thèse de ta thèse et qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir démontré dans ton travail à la fin? Alors, historiquement, je dirais d'abord que j'ai pu approfondir le lien entre période Mudéjar et période Morisque. J'ai pu rétablir un lien entre ces deux périodes. Parce que trop souvent, en philologie ou en histoire, alors d'abord c'est cloisonné entre philologie et histoire. J'essaie de faire un lien entre les deux matières, les deux disciplines. Et ensuite, il y a un cloisonnement entre ces deux périodes, médiéviste, mais enfin période médiévale et primo-moderne. Donc j'ai vraiment historiquement essayé de faire le lien, la connexion, et de souligner les continuités et les évolutions. Sociolinguistiquement, j'ai cherché à caractériser euh, ces textes et leur langue, euh, tant d'un point de vue de la situation sociolinguistique de la communauté par rapport à l'économie sociolinguistique ou l'environnement, et aussi préciser linguistiquement les spécificités. C'est bien une langue de traduction qui doit être envisagée selon un continuum entre une spontanéité communicationnelle, c'est-à-dire si l'on compare à des lettres, on n'est pas du tout dans la même langue, et justement une élaboration, un conservatisme par rapport, ou un attachement plutôt avec les originaux. Euh, Nous n'avons pas affaire à un créole, nous n'avons pas affaire à une langue hybride ou à une langue mixte, ou en tout cas c'est une langue mixte qui est le résultat d'un processus particulier qui est la traduction. Oui. Enfin, sociologiquement ou pragmatiquement, j'ai essayé de montrer en quoi cette production était un discours communautaire et une matrice identitaire. La question, alors, ma problématique est arrivée tardivement, ou du moins j'ai réussi vraiment à la formuler assez tardivement, et c'est pas tant un pourquoi la cause ou un pourquoi le but qu'un comment auquel j'essaie de répondre, qui est comment par ces textes, comment par ce discours, les Mudéjar et les Morisques faisaient communauté. Mm. Comment est-ce que ces discours étaient signifiants? Comment ces textes étaient signifiants? Que ce soit les sermons, que ce soit les narrations, que ce soit les textes que j'appelle pragmatiques, c'est-à-dire d'instruction pratique rituelle, pourquoi est-ce que, enfin, quelle était la signifiance? Euh, que permettait-il? Alors, de rester musulman, oui, mais d'être de meilleurs musulmans, c'est aussi ça. Et je crois que j'ai aussi pu démontrer un peu plus, ou j'ai pu définir un petit peu plus quel était le rôle des lettrés et quelle était la vision. Alors, le rôle au niveau de la production textuelle, oui, au niveau de l'encadrement de la communauté, oui, de la configuration, de la régulation, mais aussi j'ai pu mettre à jour en partie, euh, mettre au jour plutôt une vision interne de ces lettrés. Mm. Comment se considérait-il? Et malheureusement, justement, les lettres, alors les alphabets, aussi bien les Mudéjar que les Morisques, pour l'historien, ce sont des figures fuyantes, parce qu'ils n'apparaissent pas beaucoup dans les sources, et ils apparaissent assez souvent comme des éminences grises. Mm. Euh, Or, justement, certains textes nous permettent de percevoir le rôle, euh, le statut qu'ils avaient, tout en pensant bien qu'effectivement, c'est eux qui produisent les textes, c'est eux qui les copient, c'est eux qui réélaborent le discours. Donc,
Bien sûr, ils prêchent pour leur paroisse, sans mauvais jeu de mots. Euh, mais un historien, Collas Latorre, écrivait à la fin des années 90, au début dans les années 2000, qu'il fallait à présent s'intéresser il fallait scruter les entrailles de la communauté. Je traduis l'espagnol. Or, justement, ces textes permettent de voir quelles sont, alors, les entrailles textuelles, mais en quoi, quels étaient éventuellement les facteurs de rapprochement ou de dissension avec la majorité chrétienne. Et Ouais, je vois très parfois, bien. le rempart textuel ou discursif, parfois, on voit qu'il y a des brèches. C'est-à-dire quand on intègre un motif judéo-chrétien à un sermon musulman, euh, Mm. on se demande est-ce que c'est une brèche ou en fait est-ce que c'est pas un recyclage ou un bricolage? Et ça, je crois que ma thèse le présente, ou du moins donne des éléments à cette réflexion, à l'évolution socioculturelle de ces groupes. Et alors, à propos de cette codirection de thèse, alors ça, tu pourras en parler si ça t'intéresse. Est-ce qu'il y a, alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une codirection et comment est-ce qu'on travaille? Et après, le rôle de chacun. Et puis surtout, est-ce qu'en dehors de ce binôme, il y a eu des gens qui ont joué un rôle important pour toi, auprès de toi, dans cette période d'élaboration, de conception d'une thèse? Alors, une codirection, c'est... Comment ça s'est passé? Les deux ont été pertinents avec... ils ont été pertinents par rapport à, justement, parce qu'ils ont deux traditions universitaires distinctes. L'un maîtrise parfaitement la tradition universitaire française et l'autre est spécialiste en Espagne. Donc, c'était une complémentarité, je vais dire. Et par rapport à l'élaboration de cette thèse, justement, la question de qui a été essentiel, il y a d'abord les auteurs que j'ai lus. Il y a certains travaux qui m'ont été absolument essentiels. Et par leur démarche, alors par le contenu bien sûr, mais aussi par la démarche. Euh, je pourrais citer des noms, mais il y a eu Brian Catlos, Jacqueline Carp, et surtout Catherine Mella, son travail Guardians of Islam, et Linda Jones. Donc, oui, on travaille aussi avec ces livres, en fait, on Mais travaille oui, avec oui, ces bien auteurs, sûr, bien et, sûr. et ils sont incarnés, en fait, dans notre réflexion. Au niveau de l'accompagnement dans la thèse, hormis mes directeurs, ça a été les collègues que j'ai rencontrés en Espagne, à Oviedo, à Madrid et à Barcelone, qui ont été d'une générosité extrême, euh, qui ont donné accès à des ressources, qui ont discuté, et ces rencontres ont franchement été très, très, très importantes dans ma réflexion, dans l'évolution. Euh, et autrement, ben, c'est aussi l'environnement, l'entourage des amis doctorants ou des amis déjà docteurs, euh, avec qui j'ai pu parfois parler de mes sujets euh, et reformuler en fait des idées ou expliciter des idées. Mm. Et enfin, pour la rédaction, ça a été ma sœur surtout qui m'a forcé à simplifier ma syntaxe. Alors, ma sœur est aussi docteur et en fait, on a fait des thèses en décalé. Donc, je l'ai accompagnée pendant sa rédaction et à la fin, surtout pour la relecture. Et elle aussi, elle m'a beaucoup accompagné, relu. En tant qu'historienne, en fait, justement, elle tiquait sur pas mal de choses. Donc, ça voulait dire qu'il fallait, que moi, en tant que philologue, j'éclaircisse des points, mais Mm. aussi au niveau de la rédaction et de la syntaxe. Bon, je tends à ajouter des subordonnés aux subordonnés aux subordonnés. Ah d'accord, tu emboîtes. Ouais, j'emboîte. Et comme elle me dit, non, fais simple, su- Mm. sujet, verbe, complément. Donc, en fait, ça a été un filtre de la compréhension ou du caractère, oui, compréhensible, j'ai envie de dire, de ce que j'essaie de démontrer. Mais c'est bien parce que c'est quelqu'un de à la fois extérieur et avisé sur le processus d'une thèse. Donc là, tu avais vraiment la lectrice idéale. Tout à fait, oui.
Ouais, c'est bien. Bon, bah, s'il y a une personne à remercier, ce sera l'assista. Kind Bon, of, yeah. à part tes problèmes de syntaxe, ton douloureux problème de la syntaxe, je suppose que tu as rencontré des difficultés comme tout le monde. Alors, de quelle nature, à part l'accès au texte, les formations infinies que tu as dû faire pour passer de je ne sais rien à il faut que je sache non seulement beaucoup de choses et que je maîtrise beaucoup d'outils pour en faire quelque chose. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières et quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les dépasser? Alors, la première difficulté, ça a été le changement d'approche. Mm. Je partais en thèse avec l'idée d'avoir une approche secondaire, c'est-à-dire de partir des éditions. Partir des éditions et faire un travail sociolinguistique dessus. Or, c'était techniquement compliqué, notamment en raison des normes de transcription. Et, euh, et j'ai découvert l'intérêt des sermons et le fait que ce champ soit inexploré. Donc, d'une approche secondaire, je suis parti enfin, je suis revenu à une approche primaire. De linguisme, je suis revenu à la philologie j'ai donc beaucoup transcrit. Et donc ça, c'est la difficulté du changement d'approche et aussi donc la difficulté de l'immense champ que j'ai découvert. Euh, j'ai passé bien 2 ans à établir ce corpus, à transcrire ce corpus. Oui. Et donc c'est une difficulté, c'est-à-dire que, alors c'est vrai pour toutes les thèses en médiéval, j'ai envie de dire, mais quand on passe déjà beaucoup de mois à établir un corpus, à transcrire ce corpus pour y avoir accès, c'est pas la même chose que d'avoir son corpus dans toute bonne librairie Eh ben oui. ou actuellement en fait, sur Internet, de le télécharger, de l'avoir en PDF tout propre et éventuellement de le mettre, de le traiter ensuite comme avec la technique, avec les techniques de linguistique du corpus, de corpus, etc. Ça a été là une deuxième difficulté. Et la troisième difficulté, ça a été le temps long de la rédaction, donc de la maturation pour cette Mm. thèse. Maturation de vers où aller, en fait. Je pensais savoir où aller et ça a été quand même une réflexion chemin faisant. Un temps long donc de la rédaction pour accoucher en fait de cette thèse. J'utilise ce terme peut-être de manière dévoyée. Euh, un temps long, ou du moins une réflexion qui nécessitait un temps long et des plages de temps importantes en parallèle d'une activité enseignante plus ou moins lourde, Mm. selon les services, selon les périodes dans l'année. Euh, et donc ça a été, ouais, ça a été une difficulté. Avec un peu, il y a aussi la difficulté de parfois de se sentir seul face à une montagne et de ne pas savoir comment l'escalader. Oui, alors j'allais Mm. justement te dire, tu as eu des moments de désespoir où tu t'es dit, je vais jamais y arriver. Alors, de désespoir peut-être pas, mais de se sentir hagard face à ce travail, oui. Ouais. Euh, de se dire, d'avoir l'impression que que ça ne va jamais finir. Alors qu'on sait qu'une bonne thèse est une thèse finie, mais bon, oui, ça a été, les dernières années ont été un peu lourdes, forcément. Et donc, en fait, c'est l'épuisement, on a l'impression de faire un marathon, et, mais c'est quelque chose, enfin, c'est une difficulté que tous les doctorants ont, j'ai l'impression. Ou du moins tous les doctorants qui font une longue thèse, alors que, effectivement, il vaut mieux prévoir plus petit, moins ambitieux peut-être, ne pas se laisser entraîner dans ah, tiens, un nouveau manuscrit. Oh, Mm. bon, savoir restreindre son champ. Tu as l'impression Savoir d'avoir rest- été un doctorant obsessionnel. Je veux dire, tu y pensais quand tu marchais dans la rue, tu faisais tes courses, tu pensais à ton manuscrit, nanana, et je vais jamais réussir la transcription parce que nanana. Ouais, Ou ouais. quand c'était plus les heures de bureau, tu fermais, tu pensais à autre chose. Non, non, non. Et la thèse, justement, a eu un impact certain sur la façon dont je travaille. Euh, les heures de bureau, c'est tout le temps, en fait. Oui, j'ai Mm. été un grand obsessionnel. Ouais. Euh, T'en as rêvé?
Ah, oui, à la fin, oui, oui, à la fin, oui. Ah, c'était des cauchemars, tu avais perdu tous tes fichiers, ce genre de Non. problème là? Ah Non? non, alors non, ça, j'en ai pas rêvé, ça, j'ai failli le vivre. Pas Quand de mon ordi copie a commencé. peut-être? Ah, si, il y avait des copies, mais plus d'ordi. L'ordi commençait à s'éteindre ou à ne pas vouloir s'allumer. Je crois que j'étais à 6, 7 mois du rendu. Je commençais à être un petit peu tendu, Hmm, sensible, à fleur de j'imagine. peau, Je vois, à je fleur vois. de peau. Mais ouais, donc oui, oui, la thèse est un cadre est devenu un cadre de vie qui a forcément une influence sur la vie personnelle, sociale, etc. Et une compagne, le travail de thèse, un compagnon un colloque. Ma thèse était une colloque. Non, Bon, ça va, les colocs, la colocation peut bien se passer, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui met le désordre dans ton placard, dans tes placards et dans ton non, non, frigo. non, non, non. Et alors pour la rédaction, toi, c'est quoi t'as dit tout à l'heure sans mauvais jeu de mots, toi, c'est quoi ta religion? T'es du genre, non, 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 une thèse, ça se commence par l'introduction, on écrit l'introduction, après on voit venir, ou alors on écrit un petit bout ici ou là où on est plutôt inspiré, et puis progressivement, le patchwork se met en ordre. Ah bah justement, la codirection a été intéressante là-dessus. Mon directeur espagnol proposait un plan de rédaction différent de mon directeur français. Pour mon directeur français, on commence par la première partie, etc. Euh, Mon directeur espagnol pensait plutôt qu'il fallait commencer. Qu'en tout cas, la première partie de la question n'était pas pertinente et il fallait y revenir. Bon, Euh, je commence par le début, par Ok, la première partie. En tout cas. Par la d'accord. première partie, deuxième partie, etc. Conclusion, introduction. Ah, t'as Et fait ensuite, l'intro à la fin. j'ai fait l'intro à la fin, oui. J'ai fait D'accord. l'intro à la fin. Euh, Parce qu'en fait, toute ma première partie, alors c'est pas une introduction, mais c'est un double état de la question et une partie dans laquelle aussi je pose ma méthodo et mon corpus. Donc, donc j'ai fait la première partie, je passais à la deuxième, etc. D'accord. Et j'ai eu heureusement assez de temps pour faire la cinquième partie, autrement ma thèse aurait été quand même un petit peu bancale, je pense. Ma dernière partie, ma cinquième partie, qui est vraiment l'exploration textuelle de la prédication et des enjeux de la prédication, des fonctions. Euh, Mais non, le bout à bout, enfin, j'envie un petit peu les gens qui arrivent à rédiger un petit peu, qui ont pu, et d'ailleurs, en fait, je le conseillerais, faites ce que je dis, pas ce que j'ai fait, de rédiger des petits paragraphes de ci, de là, parce qu'après, ça peut être plus simple c'est comme établir c'est comme coudre un vêtement, on rassemble ensuite. Moi, non, j'ai pas réussi il fallait que Que tu ma une rédaction était démarche. libre. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr. Ouais. Mais moi, je suis plutôt comme ça aussi. J'ai besoin que les choses avancent, le raisonnement s'engrange petit à petit, etc. Bon, alors, un jour arrive la soutenance. oui. Alors, commence par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury. Alors, était présent Nuria de Castilla, directrice d'études à l'EPHE. Julie Marquer, maîtresse de conférence à Lyon 2. Mercedes García Arenal, directrice de recherche au CSIC de Madrid. Linda Jones, euh, chercheuse, enseignante-chercheuse à l'UPF de Barcelone. Et Éric Beaumatin en tant que président de jury. Et mes deux directeurs, mes deux co-directeurs qui étaient dans le jury aussi. Quel souvenir est-ce Et que tu gardes de cette soutenance? alors, c'était un très beau moment. C'était il y a pas longtemps. Tu as encore Il n'y a pas des si souvenirs. longtemps, oui, tout à fait. Tout à fait. À part que j'ai l'impression que c'était il y a très loin et que j'ai eu deux vies entre-temps. Non, ça a été ça a été une très belle soutenance. Ça a été un vrai moment d'échange. Ce que je retiens, c'est malgré tout, j'ai pas beaucoup de souvenirs de la soutenance. Enfin, ça s'est passé tellement vite, j'ai l'impression. Mm. Euh, Certains me disent qu'une soutenance, c'est comme un mariage, on ne s'en souvient pas, ou ça va trop vite, ou etc. Peut-être. J'ai peut-être pas assez profité de cet échange. Si je voyais le moi que j'étais à l'époque, je dirais prends ton temps pour répondre.
ne soit pas... Alors, effectivement, il y avait beaucoup de gens, donc et il fallait absolument finir avant 18 heures, donc euh, je me suis mis un peu la pression pour répondre vite Oui. et, et ne pas répondre à tout dans le détail. Mais bon, ça s'est franchement très bien passé. Le souvenir, c'est de la fatigue et c'est de la fatigue, en fait. Avoir l'impression d'arriver au bout d'un marathon, d'un long Mhm. marathon. Et le fait est que j'ai soutenu le vendredi 4 et j'avais pris mon nouveau poste de Prague le mercredi donc 2. Et j'ai commencé ce nouveau poste par 9 heures de cours. Hmm. Euh, donc le jeudi, il y avait une journée d'études d'ailleurs à l'occasion de la soutenance. Bon, généralement. Donc j'avoue que le mercredi, jeudi, vendredi, ça a été des jours assez intenses. Mais le conseil à donner, c'est c'est le conseil qu'on m'avait donné et que je dis maintenant aux collègues qui soutiennent, c'est de profiter vraiment de ce moment. C'est rare, je pense, dans la carrière de quelqu'un d'avoir des spécialistes, beaucoup de spécialistes, qui sont là vraiment pour parler du travail de quelqu'un et il faut profiter à fond de ce moment. Ouais, En non, espérant c'est bien sûr que sûr. ça se passe bien. Mais généralement, en théorie, ça se passe bien et les critiques sont là pour résoudre ou améliorer, approfondir. Hmm. Et alors, le lendemain matin, quand tu t'es réveillé, bon, en dehors du fait que tu avais 3 jours dans les pattes, donc tu as dû bien dormir, mais le lendemain matin, quand tu t'es réveillé, est-ce que tu t'es dit, ah, il faut que je me mette à ma thèse. Ah, non, c'est vrai, je l'ai soutenue hier. Non, c'était plus, il faut que je me remette à mes cours. Ah, J'ai voilà. cours lundi à 8 heures et je peux pas arriver sans avoir rien préparé. Ok. Euh, Ça a plus été ça. Ça a plus été. Alors j'avais prévu. On était en asynchrone, donc au moins le cours était à peu près fait, mais c'était plus se relancer. Sur la Ça a suite. été un moment. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Et alors, dans quelle mesure est-ce que tu as l'impression que le chercheur et l'enseignant que tu es aujourd'hui continuent d'être influencés par la thèse? Alors pour le sujet, d'un point de vue enseignement, j'ai rarement l'occasion de parler de mon sujet de thèse. Parce Oui. que, effectivement, en études hispaniques, parler du phénomène Aljamiado, c'est pas fréquent. Les mots déjà, les mots, c'est pas forcément fréquent. Mais ça me permet, j'ai plus généralement, j'ai réussi plutôt quelques fois à faire un petit encart en disant, vous savez que l'espagnol a pu s'écrire en alphabet arabe. Il y a eu un islam en espagnol, etc. Euh, je pense que c'est la pluridisciplinarité est quelque chose de très important pour Mm. comment j'enseigne. Euh, alors, d'un point de vue linguistique, la variation. Euh, J'enseigne la traduction et la linguistique. La traduction et donc la grammaire, il faut forcément être très académique. En linguistique, par contre, je suis sociolinguiste, donc la variation est ce qui nous intéresse, enfin ce qui m'intéresse. Donc ça me permet d'adopter les deux points de vue. Euh, et là, oui, et donc la pluridisciplinarité, oui, parce que je me rends compte qu'en hispanistique, ben, on est à la fois civilisationniste, littéraire, linguiste. Alors bon, effectivement, la linguistique, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, c'est fort dommage d'ailleurs, parce que c'est ce que j'essaye de transmettre en cours de linguistique, c'est que la linguistique permet d'être meilleur civilisationniste ou meilleur littéraire aussi. Il y a Mm. beaucoup d'idées linguistiques ou de concepts linguistiques qui peuvent être adaptés ou qui permettent de prendre un pas de recul sur un sujet civilisationniste ou un sujet littéraire. Donc, en cela, oui, le fait d'être pas touche à tout, mais de ne pas se limiter, de ne pas se contenter ou se cantonner à une seule approche est vraiment quelque chose qui va me définir, je vais dire. Est-ce que tu as relu ta thèse? Oui. Alors, pour enlever quelques coquilles, quelques scories d'abord, et ensuite je l'ai relu pour me préparer, enfin pendant les campagnes de recrutement, pour me remettre dans le bain, essayer de resynthétiser euh,
mes projets de recherche personnels et collectifs, et aussi de voir comment est-ce que mon profil de chercheur peut s'intégrer à une unité. Et Donc, alors, est-ce que t'étais déjà passé de l'autre côté? C'est-à-dire que tu l'as lu avec un certain recul en te disant, bon, ça, c'était vraiment pas terrible, c'était naïf. Ah, mais ça, c'était pas mal. Ou tu étais vraiment encore à fond dedans et sans prise de distance? non, non, j'étais plus à fond dedans. J'étais plus à fond dedans. Avec une prise de distance, et je vais dire, ça dépendait des moments. C'est-à-dire que j'ai pu relire des passages en me disant, c'est moi qui ai écrit ça. Alors d'abord, c'est moi qui ai écrit ça dans le sens, bon, c'est franchement pas terrible, Mm. ça manque de finesse, ça manque d'approfondissement, ça faudrait revoir. Et d'autres moments en me disant, c'est moi qui ai écrit ça, mais en fait, c'est vachement bien. Euh, les deux, les deux. Ouais, Et, euh, et bon, généralement, c'est manque d'approfondissement, c'est plus quand je relis des passages de la thèse pour servir de base à des communications. ouais. Oui, oui, bah, Ah, rapidement, c'est un exercice purement académique, hein, la thèse. fait. Et attends, je voulais te poser une question, puis il y a un chat qui est passé dans mon truc. Ah, Attends, ça va me revenir. Ah oui, et physiquement, elle est où la thèse? Elle est chez toi, elle est au fin fond d'une cave. bon. Voilà, mais là, tu l'as ressorti, tu l'as exhumée parce Ah, qu'il fallait que tu me la montres. Mais elle est tout où à sinon fait. dans la vie civile? Elle est chez moi, elle est dans mon salon, elle est au bas d'une étagère avec les thèses, alors avec mes autres mémoires, les autres mémoires de ma sœur. En fait, on a toutes nos productions, D'accord. nos productions là. Ça prend la poussière. Ou, non, non, elles sont importantes, mais elles sont en bas d'une étagère Et dans le salon. de temps en temps, quand on regarde la croise, tu lui dis ah, bah, je suis bien content d'en avoir fini avec toi, ou tu as une espèce de petit attendrissement sur toi-même, en fait. Mon regard la croise pas souvent. Ah, ok. Plus maintenant. Non, ça a été la fin, ouais, ça a quand même été une fierté. Ça a été une Ouais. fierté de voir que ce long travail a quand même donné un résultat dont je suis pas forcément mécontent. Mm. À de gros volumes, effectivement. Bon, ben, ça a été, alors je vais pas dire des années bien employées, mais oui, au moins, non, non, j'en suis content. J'en suis content. Et il faut que je la reprenne, effectivement. Il faut que je Il y a un travail de publication en cours. Donc, il faut la reprendre, l'élaguer, la mettre à jour. Et oui, Euh, il faut passer effectivement à la suite. Il faut c'est passer à ça. la suite. Je crois qu'il faut du courage pour publier sa thèse. Moi, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas fait tout de suite. Alors après, mais rien que l'idée de recommencer à travailler là-dessus, j'ai pas eu le courage. Mais bon, mais fais-le parce que c'est important. Je me suis engagé à le faire. Mais oui. C'est juste que les premières années, donc Prague, j'avais pas trop l'idée, j'avais pas trop la tête à faire de la recherche, même si j'en ressentais une grosse culpabilité. Euh, mais j'ai pas pu, tout simplement. Mais Et non. depuis l'élection, je pensais avoir le temps. Et depuis mon élection, oui, le projet est lancé, mais il n'avance pas beaucoup, Mm. parce que j'avais pas conscience que, effectivement, même quand on est enseignant et chercheur, et ben, Et on- administratif? c'est surtout ça. Eh oui. J'avoue que des projets se relancent, des engagements s'acceptent, mais il faut la publier. Il faut Ah absolument oui, la oui, il faut que publier. tu le fasses, ouais. Alors, quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? De s'assurer de la faisabilité du travail. On a changé de paradigme, on ne fait plus une thèse en 8 ans, 10 ans, 6 ans. Donc, de s'assurer de la faisabilité du travail, euh, être bien borné le travail, tout en laissant l'opportunité, enfin, tout en gardant à l'idée que peut-être que quelque chose va être découvert entre-temps. Donc, oui, il y a toujours des imprévus, mais bien borner son travail, s'assurer que ça soit faisable, Mm. euh, et s'assurer de l'attrait de ce travail. Parce que quand on part en thèse, on sait qu'on part pour un temps long.
Et si le sujet est plus ou moins intéressant ou si on n'est pas intéressé, mordu, voire fanatique de son objet d'étude, j'imagine passer 4 ans avec un sujet qui est, non pas enquiquinant, mais qui peut être rébarbatif, ça doit être un chemin de croix. Alors, le travail de thèse peut déjà être vu comme un chemin de croix, mais en plus, Si si ça la plaît croix a pas. des, voilà, si en plus il y a des piquants, il vaut mieux pas. Mais c'est les deux conseils que je dirais. Faisabilité et être sûr d'aimer cela. Ouais, oui, c'est Troisième, ça. de ne pas de voir la thèse éventuellement comme un aboutissement académique, mais étant donné la situation actuelle des recrutements, alors je vais pas dire penser à un sujet de thèse qui puisse correspondre à toutes les modes, etc., pour être recruté, non, faire quelque chose qui plaît vraiment, mais penser que peut-être la thèse ne sera pas un tremplin vers la Mm. recherche, d'être Oui, non, de cela, de faut le garder en l'après-thèse. tête, oui, il faut le garder en tête. Ouais, ouais. Et alors, pour finir, est-ce que tu peux ouvrir ta thèse, hein, Oui. nous lire la première phrase de l'introduction et faire un commentaire rétrospectif? Qu'est-ce que tu en penses? Et si c'était à refaire, est-ce que tu recommencerais comme ça? Alors, alors, je connais le format et j'avais déjà réfléchi à cela. La première phrase de l'intro, je la trouve assez académique. L'identité des groupes morisques compte parmi les débats historiographiques multiséculaires de la péninsule ibérique. L'historien Julio Caro Baroja souligne combien, et une citation, donc je trouve ça très académique. Mais c'était une introduction, il fallait tout poser. Je proposerai éventuellement la première phrase de ma première partie de mon état de la question, qui est: Nulle recherche n'est ex nihilo. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'un début d'étude comme un objet d'étude, comme l'Aljamiado se situe au croisement de plusieurs disciplines ou qu'il est grévé, telle l'histoire des Morisques, d'une charge idéologique qui transforme son historiographie en sujet à part entière. Et je trouve que cette phrase je suis un peu plus fier. Euh, et elle explique en tout cas pourquoi est-ce que j'ai consacré euh, beaucoup de pages à vraiment poser ce qui a été fait avant et ce que j'espérais démontrer et poser dans la thèse ensuite. Ouais, c'est plus une déclaration d'intention alors que l'autre, elle est un peu informative, quoi. Tout à fait. Il me fallait une accroche avec une citation qui posait justement le lien défectible entre crypto-islam et manuscrit al-Jamiado. Et en fait, dans les deux paragraphes suivants, j'essaye de casser cela. Euh, alors que la première partie, c'est vraiment, je reconnais le travail, enfin, je m'inscris dans une tradition et j'explique pourquoi j'essaye d'apporter une pierre à l'édifice. Une pierre à l'édifice. Et t'as fini Et- comment alors? C'est quoi ta dernière phrase? Ah, ma dernière phrase. Parce Est-ce que que comme j'ai... tu avais prévu celle-là, faut que Ouais. je te Ah, bah déstabilise un oui. petit peu. Comment tu as fini? La dernière phrase. Alors, les deux dernières phrases Ah, peut-être d'abord, est-ce que plutôt. tu te le rappelles? Ou tu te dis, oh là là, comment j'ai fini déjà? J'ouvrais. Ah oui, voilà. Dans ce panorama, la prédication constitue un cas paradigmatique de la discursivité al-Jamiada en raison de ses facteurs de conditionnement pragmatique et de son objectif instructif, en passant par son caractère performatif, comme j'espère l'avoir exposé dans les précédentes pages. Alors, je me rends compte que c'est quand même un peu touffu, effectivement, que ça correspond au ton d'une thèse académique, mais c'est vrai que c'est un peu touffu peut-être, euh, Ah, cette c'est la dernière. thèse de ta thèse pour le coup. Elle est Tout à là. fait, Oui. tout à fait. Euh, et juste avant, je disais que justement, malgré les conversions, une communauté se maintient grâce en partie à ces textes. Eh ben, écoute, Ça fait, je te remercie beaucoup merci, pour cet entretien et d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse. Et moi, merci beaucoup. merci.